Bonjour à tous, bienvenue donc au séminaire du MCFV. Je suis Wukan et nous sommes à la 6e conférence qui va être animée par Ngobit Ven et notre invité, notre conférencière est Nguyễn Thị Phương. Donc je vous demande simplement d'arrêter votre vidéo et votre son. Vous pouvez envoyer vos messages par le chat. Nous essaierons de suivre toutes vos questions qui sont ensuite répercutées à nos invités et qui vous répondront à certaines questions. Je vais laisser la parole à nos invités et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci à Thị Phương et à Big Van. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Nguyễn Thị Phương sur le thème de l'école française au Vietnam de 1945 à 1975, de la mission civilisatrice à la diplomatie culturelle. Avant de laisser la parole à Thị Phương, je voudrais la présenter. Donc ce thème, c'est le thème de sa thèse de doctorat à l'Université de Paris-Descartes. À partir de cette thèse, Thị Phương a sorti également un livre qui est disponible et qui a reçu 2 grands prix. Le prix d'histoire de l'éducation Robert Mallet en 2015 et en 2018, le livre a reçu le prix Louis Cros de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Thị Phương, tout d'abord, Thị Phương est diplômée de l'Université nationale de Hanoï en lettres modernes. Elle est docteure en sciences de l'éducation et diplômée du master coopération internationale en éducation et formation à l'Université Paris-Descartes. Et bien riche. En voici une liste assez longue, accrochez-vous. Thị Phương est chercheuse. Ses sujets de recherche sont notamment sur l'histoire de la décolonisation culturelle et de l'éducation coloniale et postcoloniale. Elle travaille dans des projets de coopération, d'expertise, d'évaluation en France et au Vietnam. Elle est enseignante aux universités de Paris-Descartes, Paris-Diderot, INALCO, Université d'éducation et au Vietnam à l'Université Hoa Sen. Thị Phương est directrice adjointe et du net de l'Association des experts et scientifiques vietnamiens AVSE Global. Elle a organisé avec succès le premier Vietnam Éducation Symposium en juin 2020. Elle est, comme vous venez de l'entendre, chercheuse, enseignante, directrice adjointe. Elle est également consultante et formatrice de l'Institut Modus Operandi International, qui est spécialisé dans le développement personnel en accompagnant les personnes et les collectifs. Donc, après cette présentation de Thị Phương, merci encore à Thị Phương de bien vouloir animer, présenter ta thèse, ton livre sur un sujet qui est extrêmement intéressant. Est-ce que je pourrais maintenant te laisser la parole? Et nous terminerons, après la présentation de Thị Phương, par un débat et sur différentes questions, sur les questions que vous pourriez évoquer, que vous pourriez mettre au fur et à mesure sur le chat. Merci à toi, Thị Phương. Merci, cô Big Van. Je ne peux pas lancer ma vidéo. Est-ce que vous pouvez me faire apparaître? Je le lance. Merci. Alors, je commence parce que je ne vois, la vidéo elle n'est pas toujours activée. Bon, si, je commence. Si, je vais le faire. Alors, bonjour à toutes et à tous.
je suis très heureuse de rester avec vous ce matin, un samedi que normalement tout le monde se retrouve en famille, mais on se retrouve ici sur Zoom sur un sujet assez, je dirais, historique. Alors. Donc, mes premiers mots, ce sont mes remerciements. Je remercie chaleureusement le mouvement des citoyens français d'origine vietnamienne, le MCV, qui m'a accordé une place d'honneur de clôturer son cycle de conférences riches scientifiquement et d'actualité de l'année 2020 si particulière. Hein. Voilà. La vidéo est toujours pas activée, c'est normal? Je continue? La vidéo est activée normalement. Ah, non, je peux pas. Enfin, apparemment, il faut... Vous l'avez? Vous me voyez? Il me dit que vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que l'animateur a arrêté. Bon, je continue. Mes remerciements. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon livre issu de mes recherches doctorales qui sont aussi en cours de publication en vietnamien aussi. Donc, il s'agit d'une histoire éducative, mais aussi culturelle, de l'enseignement français au Vietnam pendant 30 ans. Cette histoire s'inscrit dans une histoire plus grande, c'est l'histoire franco-vietnamienne du XXe siècle. Alors, Anton, est-ce que tu pourrais mettre la slide suivante, s'il te plaît? La suivante. Est-ce que vous pouvez regarder? Oui, on peut voir la slide. Attendez une seconde. C'est bon? Voilà, parfait. Par contre, je suis toujours invisible. Bon, je continue. Alors, pour faire ma thèse, il y a quelques années, j'ai voulu 3 choses. La première, l'histoire. La deuxième, l'éducation. Et le troisième, le dernier, le postcolonial. Alors, j'ai pris goût avec l'histoire et l'éducation pendant mes cours de master. Et l'aspect postcolonial en dimension culturelle et éducative était pour moi un terrain assez séduisant parce que pour moi, c'était quasiment vierge à défricher. Donc, l'histoire du système éducatif français au Vietnam pendant la période postcoloniale est une histoire presque oubliée par la recherche historique, quel que soit le domaine, l'histoire du Vietnam, l'histoire de l'éducation, de la décolonisation, de la diplomatie française ou même l'histoire de la francophonie. Alors que pendant 30 ans, plusieurs dizaines de milliers de jeunes Vietnamiens ont étudié sur les bancs des lycées français, dont certains sont devenus des personnalités très connues et reconnues, comme l'astrophysicien Trịnh Xuân Thuận, comme le compositeur Trịnh Công Sơn, comme la diplomate Tôn Nữ Thị Ninh ou le prince consort Henrik de Danemark. Donc, comme tous les historiens, j'ai commencé par les archives vietnamiennes, françaises, américaines, et elles sont abondantes. Mais je n'étais pas satisfaite car elles m'ont permis seulement de restituer une histoire institutionnelle qui est basée sur les opinions des autorités que nous appelons l'histoire vue du haut. Par ailleurs, j'étais séduite par un courant de recherche en histoire de l'éducation, qui est mon domaine, celui de l'histoire des élèves. Alors, une histoire de l'éducation est aussi l'histoire de celles et ceux qui ont enseigné et étudié dans le système. Donc, c'est-à-dire, j'étais à la recherche pour combiner ou de se mettre en parallèle l'histoire vue du haut et l'histoire vue du bas. Donc, j'étais à la recherche pendant 3 ans
d'anciens enseignants et élèves français, vietnamiens, eurasiens, chinois, pondichéриens, qui vivent maintenant partout sur le globe. Donc, à travers eux, près de 100 personnes, j'ai recueilli des témoignages oraux et écrits pour reconstituer leur parcours scolaire et personnel. Donc maintenant, je vais vous révéler cette histoire qui a duré pendant 30 ans, accompagnée de soubresauts de l'histoire du Vietnam. Voilà, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous commençons par la période de 9 ans de la guerre d'Indochine, de 1945 à 1954. Alors, du côté métropolitain, pour cette période, il s'agit de repenser l'Empire. Donc, il fallait repenser l'enseignement et la culture de la France au Vietnam d'une façon qui soit d'abord adaptée à la nouvelle situation politique, mais surtout qui devait tenir compte des susceptibilités nationales. Idéologiquement, les Français ont du mal à accepter les réalités vietnamiennes et pensaient encore que, allez, la France devait jouer encore le rôle de guide pour le Vietnam au sein de l'Union française. Mais au début des années 50, la page de la colonisation civilisatrice, entre guillemets, je reprends les termes d'époque prônés par les autorités coloniales, donc cette page-là était en train de se tourner. La France acceptait son nouveau rôle, c'est-à-dire du rôle de pilotage à un rôle d'accompagnement. L'une des mesures de la politique culturelle post-coloniale était de transformer le service de l'enseignement en ce qu'on appelle mission culturelle. Elle a été créée en janvier 1953 et ce service est devenu une organisation souple, dotée d'une autonomie administrative et pédagogique. Et vers la fin de la guerre d'Indochine, les Français peinaient à redéfinir leur politique culturelle, tant l'héritage idéologique colonial était encore pesant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté la nécessité d'adapter les instruments de la présence culturelle aux réalités des 3 nouveaux États, mais sans forcément changer le message sous-jacent. C'est quoi? C'est un message de la supériorité française. La fameuse mission civilisatrice, aussi entre guillemets, cherchait à se réinventer dans un cadre post-colonial. Là, c'est du côté discours, c'est du côté politique, c'est du côté institutionnel. Par contre, contrairement au discours politique, l'école française, à cette période-là, pendant 9 ans, vivait une nouvelle phase dynamique et renouvelée de son existence au Vietnam. D'abord, ce sont des transferts des écoles franco-indigènes aux autorités vietnamiennes, cambodgiennes et laotiennes. Donc, du coup, la France, elle gardait seulement ses lycées sous son contrôle et sa gestion. Maintenant, ces lycées français prestigieux comme Albert Sarraut, Jean-Jacques Rousseau, c'était encore Chasse-le-Loba. Hein. Quelques années après, ça changeait de nom. Yat-Sen, etc., accueillaient bras grands ouverts aux élèves vietnamiens. Dans ce contexte, il y a 2 éléments inédits. Le premier élément, d'abord, c'est la diversité sociale des élèves. Et l'enseignement français est devenu un enseignement de qualité destiné à tous et non plus aux enfants des élites locales. L'enseignement français est maintenant en position de concurrence, voire en position défensive. Et donc, lentement, la France commençait à renoncer à imposer sa culture et entreprenait de la positionner en tant qu'offre dans un contexte bilatéral. Donc, vous voyez, une diversité sociale, mais maintenant, l'enseignement est devenu quelque chose dans la logique de l'offre et de la demande. Dans, du coup, le contexte, le système d'enseignement français public se consolide
par exemple, investissement de locaux et du matériel. Et là, c'est à ce moment-là que la création du lycée de jeunes filles, Marie Curie, a été fondée, a été créée. Et puis, ce qui est remarquable pour cette période, c'est la croissance extraordinaire d'effectifs scolaires. Le double en quelques années, comme vous voyez sur la slide. C'est la slide suivante, s'il te plaît, parce que là, on reste toujours sur la slide précédente. Parce que quand je parle des effectifs, ça va sortir les chiffres. La suivante. Donc, l'animateur va lancer la slide suivante. Je continue mon texte. Donc, le double effectif en quelques années. Et nous constatons aussi, ça c'est du côté de l'enseignement public, et du côté de l'enseignement privé, c'est aussi, on constate aussi le dynamisme. Les effectifs doublent par rapport au public, d'accord? Donc, double effectif dans le privé, dans le public, mais dans le privé, il double encore le public. C'est remarquable. Et pour la première fois, l'école française, sur le sol vietnamien, est devenue un melting pot. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a une société scolaire multiculturelle, dont les élèves viennent de différentes cultures et de différents pays, citadins ou ruraux, du milieu bouddhique ou catholique, des familles de la haute société ou des familles de la classe moyenne. Après, on constate aussi une certaine mixité sociale, c'est-à-dire les familles aisées et citadines, certes, mais aussi les familles défavorisées comme eurasiens, les familles issues des montagnes ou les familles dont les enfants sont orphelins, etc. Donc ces familles défavorisées ont pu mettre leurs enfants à l'école française via des bourses du gouvernement. Et les écoles publiques françaises étaient assez intégratrices socialement, au moins jusqu'en 1955. On verra pourquoi. Nous constatons aussi une forte féminisation des effectifs, 42% de filles pour l'ensemble des écoles françaises en 1953. Ce pourcentage, ce chiffre est extraordinaire, même en Asie, en Europe, pour cette période-là. Hein. On est vraiment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et déjà 40% de filles dans les écoles, c'est remarquable. Et un autre aspect qui est aussi à vraiment féliciter pour cette école française, ce sont des innovations pédagogiques. Pourquoi cela? Parce que les enseignants français sur place ont fait un constat très nettement. Désormais, leurs étudiants, leurs élèves sont majoritairement vietnamiens. Et donc, les programmes et les méthodes héritées de l'époque coloniale sont devenus complètement inadéquats. Par exemple, ils se sont dit, vous savez, maintenant les fruits exotiques ne sont plus les cocotiers, mais les fruits exotiques maintenant sont les raisins, par exemple. Ce sont des termes que j'ai retrouvés dans les rapports, hein, dans les archives. Après, les enseignants sur place, et puis les enseignants venus de la métropole aussi, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont appliqué la méthode d'Ecroley. D'Ecroley, c'est un médecin, mais aussi un pédagogue belge. Il est issu du mouvement pédagogique alternatif qui s'appelle Éducation nouvelle. Et en anglais, on dit Progressive Education. Donc, c'est un mouvement pédagogique très, très développé de l'entre-deux-guerres. Et donc, ce mouvement pédagogique a été introduit au Vietnam, en Indochine. Et donc, les enseignants français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la généralisation des classes d'initiation et de conversation. Pourquoi faire? Pour améliorer le français des élèves vietnamiens. Après, vous voyez aussi que ces innovations pédagogiques s'inscrivent bien sûr dans le courant de l'éducation nouvelle qui revivifie l'école française
après la Seconde Guerre mondiale. Sur ce point-là, je voudrais vous dire que tout ce qui se passe en France métropolitaine se passait aussi en Indochine, au Vietnam à la même époque, c'est-à-dire l'application de nouvelles méthodes alternatives pédagogiques en faveur des élèves parce que nous étions dans un contexte au sortir de la Seconde Guerre mondiale très dévastateur aussi. Hein. Donc c'est dans ce contexte-là. Et donc, le français enseignant d'Indochine, à cette époque, était considéré justement comme le français langue étrangère, FLE, qu'on prononce maintenant FLE. Alors que cette notion FLE n'est apparue en France seulement en 1957, c'est-à-dire au moins 5 ans après. Donc, c'est-à-dire les écoles françaises d'Indochine étaient donc parfois en avance sur leur époque par rapport à la métropole, sur les plans de la mixité, le collège unique ou les méthodes alternatives pédagogiques. Donc, je conclus pour cette période. Durant ces années de guerre, ces 9 ans, n'oublions pas qu'en réalité, c'était le contexte de guerre, et c'est une guerre de décolonisation. Et donc, la France n'est plus l'éducatrice de l'Indochine, entre guillemets, parce que ce sont des termes utilisés par les autorités coloniales. Donc, la France n'est plus l'éducatrice de l'Indochine. Les administrateurs français se conforment à contre-cœur à une réalité nouvelle. Le Vietnam n'a plus besoin de la France pour exister en tant qu'entité. L'indépendance n'est pas seulement politique, mais elle est aussi culturelle. Alors, après 1954, les relations culturelles entre la France et le Vietnam prenaient des chemins divergents au nord et au sud. Et donc, nous nous infiltrons maintenant dans le nord après 1954. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous amène maintenant au nord. Vous voyez, pendant 10 ans. Alors, le Nord, qu'est-ce qu'on a maintenant? Nous avons la nouvelle République démocratique du Vietnam, la RDVN. Elle est auréolée de sa victoire, avec la guerre, avec surtout la victoire de Dien Phu. Donc, elle est en position de force vis-à-vis des Français. Les établissements scolaires français deviennent intégralement vietnamiens, à une exception près. La présence éducative et culturelle française, maintenant, ne repose plus que sur le prestigieux lycée Albert Sarraut. Il s'agit là d'une situation singulière. Pourquoi? C'est parce que en fait, c'est en pleine guerre froide. Il existe une seule école gérée par un pays occidental qui a pu exister pendant 10 ans au cœur de la capitale d'un pays communiste. Il n'en a pas deux, il en a juste un établissement comme ça pendant cette période. Et en plus, cet établissement gardait toujours le nom du colonisateur au sein même du pays qui venait de prendre les armes pour son indépendance. Donc ça, c'est un indice qui est assez rigolo aussi. Donc cette école obtient un nouveau statut, elle est devenue privée et elle est gérée par la mission laïque française, donc c'est privé. Par contre, elle fonctionne dans le cadre des lois et règlements de la RDVN, entre guillemets. Ce sont les termes cités par les archives. Et donc du coup, la nature française, on dirait, du lycée résultait d'un compromis entre des Français soucieux de garder un observatoire au nord et aussi soucieux par les Nord-Vietnamiens résolus à obtenir de la France des concessions politiques. Donc vous voyez, le lycée est devenu, voilà, entre les deux, coincé entre les Nord-Vietnamiens et les Français, parce que c'est un otage. Donc, en pratique, les conceptions des autorités françaises et vietnamiennes divergent profondément. Pourquoi? Parce que les Français voyaient l'école comme un cas particulier du lycée français à l'étranger. Alors que les Vietnamiens considèrent, ah ben non, il s'agit bel et bien d'un lycée vietnamien qui devait se plier aux transformations imposées à l'ensemble du système éducatif nord-vietnamien.
Donc, voilà, ça fonctionne comme ça, avec les deux sens opposés. Et pendant 10 ans, le lycée est devenu un lieu de tension politique et idéologique. L'établissement était vietnamisé progressivement en termes de programme, de fonctionnement et même d'administration avant d'être repris par les autorités en avril 1965. Pourquoi? Parce que c'était le moment où débutait l'escalade militaire de la guerre du Vietnam. Et donc, la vietnamisation était complète par une vaste opération de redressement idéologique. Par exemple, prise de contrôle des écoles par les éléments sûrs, entre guillemets, sûrs, vous savez quoi, vous savez pourquoi et comment dans ce contexte-là, c'est-à-dire les cadres, les membres du Parti communiste, etc. Par quoi d'autre? Par un recueil d'informations via des enquêtes, des surveillances, par la police, c'est le Công qu'on entend. Par quoi d'autre? Par l'entrée de la doctrine marxiste-léniniste dans la vie scolaire, mais surtout extrascolaire, hein, par des cours de formation idéologique. Une autre mesure, c'est l'intégration du cadre qu'on appelle le Canbo dans le corps enseignant. Là, vous voyez, dans le corps enseignant. Hein. Ensuite, une nouvelle mesure, c'est une campagne intensive d'endoctrinement politique chez les élèves dans des réunions en dehors de l'école. Ce qui est extraordinaire pour ma recherche sur cette période, c'est que tout ce que je viens de vous dire, j'ai pu retracer toutes les discussions, toutes les tensions, même les disputes, etc., dans les archives d'Hanoï. Et ces archives-là nous ont révélé tout cela. Et parfois, c'est très émouvant, parfois, c'est très rigolant de lire les rapports écrits entre les différents services de l'enseignement ou de la police qui évoquent un tel ou tel cas, etc. Donc, par contre, pour mieux comprendre cette période, au-delà de la lecture des archives, j'ai mené aussi des entretiens auprès des anciens élèves du lycée Andersaro, qui sont en grande majorité en France, mais aussi une grande partie au Vietnam. Ces entretiens étaient très touchants. Pour ceux qui sont restés au Vietnam ou qui restent toujours au Vietnam, qui quittent jamais le Vietnam, leurs témoignages douloureux nous plongent dans leur souffrance. Parce que pendant ces 10 ans, ces élèves vietnamiens dont la famille ont été classés dans 3 catégories par les autorités: traîtres, collabos, bourgeois, donc tous ennemis du peuple. Vous voyez, ennemis du peuple entre guillemets. Hein. Donc, du coup, discrimination, souffrance et humiliation étaient compagnons de route pendant toute leur scolarité, leur vie adulte et même leur carrière. Et si vous lisez ma thèse en ligne, vous allez comprendre, parce que j'ai cité beaucoup les témoignages et vous allez comprendre, c'est très, très émouvant. Vous êtes toujours là? Vous me suivez, hein, j'espère. Donc, maintenant, je vous amène... Oui, on t'entend bien, Téphon, et on te voit maintenant. Ok, très bien, super. Alors, donc, maintenant, je vous amène dans le sud, d'accord? On finit le nord, on va dans le sud maintenant. Et ce serait moins triste et plus dynamique, je vous assure. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. D'ailleurs, déjà, la période dans le sud prolonge plus, 20 ans et non pas 10 ans. Donc, qu'est-ce qui se passait dans le sud? Alors, premièrement, il n'y avait pas de rupture entre la période coloniale et la période post-coloniale dans le sud. Ce qui veut dire que la mission culturelle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui a été créée au début des années 50, s'est métamorphosée en la diplomatie culturelle, en une nouvelle mission.
Donc, nous assistons à cette période-là à un jeu tripartite entre France, Sud-Vietnam et États-Unis. Donc, comment ça s'est passé dans ce jeu-là? D'abord, le Sud-Vietnam nationaliste veut rompre avec la France et se retourne vers l'orbite des États-Unis. C'est les États-Unis qui arrivent massivement par des contingents d'universitaires et de militaires, et nous allons observer les interactions entre ces trois acteurs. Alors, d'abord, les Français qui avaient une croyance opiniâtre à la fois dans la force de l'empreinte culturelle française et dans la gratitude des Vietnamiens par rapport à la France. Les manquements à la francophonie de Vietnamiens sont vécus pour les Français comme une traîtrise. Pourquoi? Parce que pour les Français, si les Vietnamiens sont comme ça aujourd'hui, aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 40 ans, 50 ans, parce qu'ils ont été formés par la France. C'est grâce à la France qu'ils sont devenus intellectuels, élites, etc. Et bien maintenant, ils se tournent contre le Français, c'est de la traîtrise. Et donc, à partir du milieu des années 60, les Français devaient admettre que la France est devenue une actrice politique mineure dans ce contexte. Les diplomates français à Saigon ont préféré se faire discrets et la présence importante et imposante américaine était désormais un fait accompli. Alors, quant aux études des Sud-Vietnamiens vis-à-vis de la France, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est le recul de la francophonie, qui est la conséquence de la vietnamisation de l'enseignement supérieur. Et le deuxième phénomène est la contestation de la présence culturelle française perçue comme un néocolonialisme culturel, entre guillemets. Ce sont les termes utilisés à l'époque. Par ricochet, l'enseignement français était considéré comme élitiste et donc qui fait déconnecter des jeunes Vietnamiens du pays en contexte de guerre. Donc, des campagnes anti-françaises, surtout lors du discours de De Gaulle, et les écoles françaises ont été instrumentalisées par les acteurs politiques vietnamiens divisés en deux camps, pro-français et pro-américains. Alors que l'attitude américaine envers la France était en réalité beaucoup plus conciliante et très réaliste. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Il existait quand même une complémentarité des actions culturelles françaises et américaines, voire même des collaborations. En revanche, les Américains étaient extrêmement critiques sur l'héritage culturel français en matière d'éducation, justement. Ils pointaient sur ces caractéristiques. D'abord, survalorisation des humanités au détriment des technologies. Deuxième, dédain des apprentissages sociaux et professionnels. Troisième, tendance à l'élitisme. Quatrième, prépondérance des examens, surtout le bac. Donc, au fil des rapports américains, se dessinait une vision décourageante de ce système éducatif franco-vietnamien auquel les Américains peinent à réformer. Et d'ailleurs, apparemment, ils n'ont pas réussi. Mais au milieu des années 60, la présence américaine était constatée. Les attitudes parfois condescendantes des Américains et les différences profondes entre le modèle franco-vietnamien et le modèle américain étaient autant d'obstacles difficiles à surmonter pour les Américains. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vous expose aussi le contexte politique et institutionnel. Et maintenant, on quitte ce contexte, on va rentrer dans un contexte beaucoup plus vivant. Donc voilà, c'est plutôt morose, c'est plutôt ni rose, ni noir, ni blanc, c'est gris quoi, en gros, dans ce contexte et dans ce jeu tripartite de trois pays. Bon, malgré tout cela, l'école française est devenue l'actrice majeure de la présence culturelle de la France.
et elle connaît un succès grandissant et un certain prestige auprès des milliers de familles vietnamiennes. Le réseau d'écoles publiques et privées se développe, mais avec beaucoup de contraintes aussi. Pourquoi? Parce que des accords culturels n'ont jamais abouti, ce qui conduisait à un flou institutionnel et surtout des réductions budgétaires. Mais les diplomates et le corps enseignant français sur place ont réussi à mener à bien leur mission malgré ces contraintes. Le résultat, c'est que les effectifs scolaires augmentent régulièrement. Vous regardez les chiffres là, par exemple, en 1967, le nombre d'élèves inscrits dans le public dépasse 12 000, alors que dans le privé, c'est 3 fois plus. Là, c'est remarquable. Et on dirait que de 1955, enfin, c'est pas on, je dirais que de 1955 à 1965, c'est l'âge d'or de l'école française au Vietnam tout au long du XXe siècle. Sur le plan pédagogique, une série de réformes a été réalisée aussi. Par exemple, des leçons de langage et de conversation, l'audiovisuel a été introduit, l'élaboration d'une pédagogie du français parlé, l'étude de ce qui est remarquable, c'est ça, c'est l'introduction de l'étude de la langue et de la littérature vietnamienne dans les écoles françaises. Ça, c'est la première fois. Et puis, le développement des sections techniques et commerciales, vous voyez, comme si toutes les critiques américaines avaient été entendues par les Français. Donc, au fil des années 50, les lycées français sont devenus presque exclusivement des lycées destinés aux élites, qui accueillent les enfants des familles aisées et ceux des hauts fonctionnaires. Donc, cette situation était considérée comme satisfaisante pour les diplomates français parce que, voilà, c'est un jeu politique aussi, un jeu politique et diplomatique. Pourtant, à ce moment même, c'est bien contre l'élitisme que certains intellectuels sud-vietnamiens dénoncent cette école d'une minorité de riches. Entre parenthèses, parce que ce terme a été utilisé par un universitaire sud-vietnamien. C'est une école d'une minorité de riches. Et donc, des milliers d'étudiants vietnamiens manifestaient contre cette école aussi, enfin contre plutôt le modèle d'école. Et justement, c'est cette accusation qui fournirait aux dirigeants sud-vietnamiens un des prétextes pour démanteler l'enseignement français dans le Sud. Et surtout en 1966, le discours de Phnom Penh, de général de Gaulle, occasionnait une poussée de fièvre nationaliste et anti-française qui aboutissait à une décision politique majeure. Qu'est-ce que c'est? C'est la rétrocession progressive des établissements français. Mais rassurez-vous, ce démantèlement a pris du retard face aux résistants des familles vietnamiennes, dont les épouses, les mamans, les épouses des hauts fonctionnaires. Alors, je vais vous expliquer après, ça va être très drôle, mais là, on remarque une chose, sous l'indépendance comme sous la colonisation, des parents vietnamiens déterminés parviennent toujours à faire inscrire leurs enfants dans les lycées français, quelles que soient les circonstances, quels que soient les règlements. Voilà, donc la slide suivante, s'il vous plaît. Vous me suivez, hein, j'espère. Alors, la slide. Je suis très bien, c'est passionnant. Très bien, bah, bravo à vous hein, de votre écoute. Alors voilà, l'histoire officielle et institutionnelle que je viens de vous raconter. Et ben, vous savez que cette histoire-là, elle est écrite, elle est retracée par les archives. Et comme énoncé précédemment, j'aborde maintenant avec vous une histoire des élèves qui est basée essentiellement sur les témoignages
oraux ou écrites et sur les mémoires. Mais avant cela, je m'arrête un peu à ce que j'appelle une histoire objective de la subjectivité. Alors, vous savez que les historiens, les philosophes, les sociologues opposent l'histoire et mémoire dans ces termes. Alors, l'histoire supposée objective et impersonnelle qui doit appartenir à tous et à personne. D'accord? Ça, ils ont dit ça. Ça, c'est l'histoire. Tandis que la mémoire, a priori subjective, infidèle, à la fois plurielle et individuelle. Bon, il y a certes de l'imperfection de la mémoire, évidemment, car un témoin reconstitue son passé en fonction de son présent. Ça, on le vit ça même quotidiennement, nous tous. Hein. Cela veut dire que sa mémoire, enfin notre mémoire, n'est pas une reconstitution fidèle et complète de notre passé. Mais notre mémoire est réécrite à la lumière de notre présent et de notre histoire personnelle. Donc, revenons maintenant à mes recherches. Pour moi, interpréter ce qui paraît suspect dans la mémoire, pour moi, ça peut contribuer à une mémoire, non, pardon, à une histoire objective de la subjectivité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à la connaissance du passé, s'ajoute donc la perception présente du passé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce travail historique a constitué donc, une histoire publique et officielle d'un système éducatif, mais tout en restituant son histoire privée telle que les anciens professeurs et élèves ont vécu. Et cette mise en parallèle permet à la fois une reconstruction historique et une reconstitution mémorielle. Parce que les expériences vécues et les émotions refoulées chez mes témoins dans leur manière de se souvenir de leur passé et aussi la manière qu'ils perçoivent de ce passé ont été pour moi une révélation. Sans apporter de parfaite précision sur les événements, sur ce qui sont passés dans leur vie, mais mes témoins, ce qu'ils ont fait, c'est que les témoins les qualifient quoi? Qualifient le passé, qualifient les événements dans le passé. Ils les qualifient, ils les expliquent, ils les reproduisent sous forme de traces que ces événements ont laissé en eux au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et pour cela, la mémoire reconstitue et reconstruit le passé comme un moyen d'identité individuelle, mais aussi collective, parce que c'est un groupe d'anciens élèves et enseignants. La slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, nous allons découvrir maintenant leur histoire. D'accord? Histoire, celle-ci, elle est racontée et elle est remémorée. Donc, je ne faisais que, disons, retracer cette histoire racontée et remémorée. Alors, les anciens élèves, comme vous voyez sur la slide, décrivent leur environnement scolaire sous ces termes: amont à part, havre de paix, cocon, tour d'ivoire, etc. Donc, leurs écoles étaient des îlots dédiés au savoir et à la culture. Pour certains, les écoles françaises étaient des lieux où sont abolies ou même réduites les discriminations sociales ou ethniques. Ils ont vécu une jeunesse heureuse, simplement préoccupés de leurs études, de leurs loisirs et même de leurs amours. Mais quand même, les événements politiques s'infiltraient intramuros pendant les deux périodes, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam.
Alors, les activités militantes étaient similaires au nord comme au sud. Hein. Par exemple, manifestations contre le gouvernement et l'armée, la fabrication et la diffusion de tracts, les activités artistiques engagées, ou même l'acte le plus radical est de rejoindre la résistance. Il y a même une famille de 3 sœurs qui se sont... les 3 sœurs ont quitté la famille, quitté leurs parents et rejoint la jungle, c'est-à-dire la résistance. Donc, ces activités étaient punies sévèrement par des exclusions et des séjours en prison, même pour les jeunes filles lycéennes, hein, c'est-à-dire pas encore majeures, mais des séjours, de courts séjours en prison. Donc, être un lycéen vietnamien dans une école française. Est-ce que tu disais sur les 3 sœurs, c'était à quelle période? C'était au nord? Dans la période à partir de 50, entre 54 et 56. Oui, elle est justement de Marie Curie. Hein. Ah oui, c'était au sud. Oui, oui. Voilà. Et puis un peu plus tôt aussi, hein, pendant la guerre d'Indochine, mais ça se passait dans le nord. Donc il y a 2 cas. Dans le sud comme dans le nord, il y a des filles qui sont passées par la prison. Et surtout, elles sont tous issues des familles citadines très aisées. Leurs papas ont été formés en France, ingénieurs, etc. Alors, être un lycéen vietnamien dans une école française, c'était compliqué. Hein, c'était compliqué. Ce sont les termes expliqués par les anciens élèves, volontairement ou non, c'est leur terme, dans un conflit qui traverse toutes les couches de la société vietnamienne. Les élèves pouvaient ressentir la contradiction entre leur vietnamité, entre guillemets, et le fait qu'ils participaient à un système contre lequel se battaient leurs compatriotes. Donc c'est vraiment un déchirement. Ils vivaient dans la contradiction qui disait le déchirement, entre guillemets, hein, le déchirement entre leur fierté nationale et leur motivation intellectuelle d'aller à l'école française. La majorité des élèves et une minorité des enseignants sont de culture vietnamienne. Ils étaient politiquement dominants. Et inversement, la majorité des enseignants et une minorité d'élèves sont de culture française qui étaient en position délicate en fonction de la fièvre nationaliste. Donc ces 2 cultures se subdivisent selon les règles dans lesquelles s'interpénètrent les statuts sociaux, économiques des familles. Par exemple, élèves de souche, entre guillemets, vietnamienne ou français, versus élèves métis, élèves nordistes, de familles nordistes, versus élèves de familles sudistes, ou encore famille coloniale versus famille métropolitaine, etc. Donc vous voyez, c'est extrêmement complexe pour les jeunes à l'époque, parce que quand j'ai rencontré les anciens élèves, bah, ils ont maintenant 70 ans. Parmi les plus jeunes, parfois ils m'ont dit ouais, mais tu sais, maintenant quand je te raconte comme ça, j'imagine j'imagine mal comment j'ai pu vivre ou survivre dans ce contexte-là. Voilà. Parce que l'école est un lieu de vie sociale, hein, pour les élèves vietnamiens externes, parce qu'il y a aussi des internes. Le simple fait de rentrer chez eux les fait basculer quotidiennement du monde scolaire français, républicain, au monde familial vietnamien confuciel. C'est-à-dire quoi? Il y a un ancien élève qui me raconte, en classe, dans la journée, on me parle de la liberté individuelle, mais à la maison, quand je rentre, ma mère me dit « tu fais ceci, tu fais cela ». Et elle m'a même donné des fessées devant mes petits frères et sœurs. Et ben voilà, j'ai vécu comme ça, entre le jour et le soir. Donc les lycées ont créé leur propre identité en empruntant aux multiples influences vietnamiennes, chinoises, indiennes, françaises et américaines. Ils ont adopté tout un univers culturel venu d'Occident, transmis par l'école française,
soit par l'environnement social, mais tout en conservant une part importante de culture asiatique, vietnamienne, plus directement transmise par leur famille, leurs parents. La slide suivante, s'il vous plaît. Vous allez lire ce slide tout seul, sans besoin de moi. Vous savez, c'est une définition. Enfin, ça c'est l'auteur de cette citation, c'est aussi un ancien élève. Nguyễn Ngọc Châu, il est très connu et reconnu. C'est une génération, c'est une famille de plusieurs générations qui ont été formées par la France, etc. Et vous savez, le grand-père de Nguyễn Ngọc Châu, c'est l'un des fondateurs du dadaïsme. J'ai trouvé cette citation qui est tellement belle pour moi et j'aimerais dire que ça y est, j'ai trouvé leur identité. Ça, c'est ce qui se définissent. Voilà. Je suis là. Ah oui, bonjour tonton, bonjour tonton. C'est très beau, donc j'ai cité à chaque fois cette phrase qui est très très belle pour moi, et d'ailleurs je pense que elle résonne toujours, hein. Il y a toujours une résonance de cette belle définition, même maintenant et même dans l'avenir. Voilà, donc la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je pense qu'on arrive vers la fin de mon exposé. Alors, que conclure de ces travaux de recherche? Alors, mon livre retrace évidemment de premier abord l'histoire officielle et privée aussi de l'enseignement français au Vietnam en période postcoloniale. Ces transformations dans tous les aspects, idéologique, politique, institutionnel et pédagogique. Mais en arrière-plan, il s'agit également d'une histoire de la décolonisation culturelle par la mutation de la mission culturelle à la diplomatie culturelle. Donc, dans ce travail, dans cette évolution ou dans la survie de ce système éducatif, il y a continuité et aussi rupture. Ce travail démontre qu'il y a une certaine continuité entre enseignement colonial et postcolonial dans le cas précis d'un enseignement français destiné aux élites et du point de vue de la réception de cet enseignant par les élites vietnamiennes. Donc, c'est dans cette optique-là, hein, le mouvement d'appropriation de l'enseignement et de la culture française entamé au début du XXe siècle continuait dans la période postcoloniale. Mais la continuité des pratiques d'appropriation se situe dans un contexte de rupture. L'hostilité des gouvernements sud- et nord-vietnamiens vis-à-vis de la France, ces gouvernements ont entrepris des mesures politiques pour leur nationalisme linguistique et culturel. La rupture manifestait également chez les élites et la jeunesse au sentiment nationaliste. Et puis, je voudrais terminer sur ce point-là qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à cela que le livre a obtenu le prix de l'Institut de France. C'est la remarque, c'est la remarque du jury, enfin des membres du jury. C'est l'aspect de la mémoire dans cette histoire. La mémoire des témoins est ici pleinement le présent du passé, entre guillemets, le présent du passé. Je reprends le terme de l'historien Robert Frank. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je reprends ce terme? C'est parce que ce ne sont pas des lycéens qui me racontent leur vie, mais ce sont des adultes âgés, des personnes âgées, les plus jeunes, 60 ans, les moins jeunes et le moins jeune, 95 ans en 2010, quand j'ai interviewé ce monsieur Faure, l'ancien proviseur du collège de Nha Trang.
Donc, ce sont eux qui m'ont raconté. Donc, ils parlent de la façon dont leur passage dans les élèves, dans les lycées français a contribué à changer, à modifier leur identité culturelle. Donc, ils évoquent le rôle de cette éducation dans leur destin et dans la construction de leur personnalité intellectuelle. Et donc, l'école française, pour eux, est le pont entre deux cultures et la base initiale d'une vie. Donc, ce sont les termes que les témoins m'ont racontés, m'ont confiés. Donc, nous avons, et je termine en dernier point, à cette idée. Nous avons donné la parole à un grand nombre de témoins qui nous ont offert un contrepoint extrêmement utile à l'histoire officielle des archives. Mais nous ne devons pas oublier que de nombreuses voix sont restées silence pour des raisons d'essai, mort au combat, échec scolaire. Ils ne sont pas là pour me témoigner. Donc, nous voyons aussi que l'histoire et la mémoire se rejoignent dans leurs limites aussi. Et je tiens compte de cela dans ce travail de recherche. Et voilà, donc je termine mon exposé sur ce dernier point et j'invite, je propose à l'animateur de circuler les slides suivants avec de belles photos sur les anciens, voilà, vous voyez, je vous expose, je vous montre les photos des bâtiments construits au début du XXe siècle, des lycées français. Et rassurez-vous, tous ces bâtiments sont toujours là, hein, même plus neufs, renouvelés. Voilà. Au lycée Jean-Jacques Rousseau, là, c'est lycée Yersin de Dalat. Et pour ce lycée, la construction de ce lycée a été nommée comme patrimoine matériel de l'UNESCO, hein. C'est l'architecture remarquable. Et pareil, à côté, c'est le lycée Blaise Pascal. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc le lycée Anne Bessaro, qui est devenu maintenant, enfin qui devient depuis plusieurs années, depuis décennies, le siège du Parti communiste. Donc voilà, il continue à servir les peuples, hein. Avant, il servait d'un peuple, maintenant il servait un nouveau peuple. Les bâtiments sont toujours là avec nous, pas détruits, même embellis avec de nouvelles couleurs. La slide suivante, s'il vous plaît. Vous voyez, là, c'est encore des... Ça, vous n'avez pas vu ailleurs, hein, peut-être sur les sites internet des anciens élèves. Vous voyez, à gauche, c'est une photo juste après le coup d'État, hein. Cette photo a été prise par un ancien élève. Bon, les élèves montaient sur le char, ils semblaient heureux, non? Il y a des garçons qui souriaient et même des filles qui montaient sur le char. À côté, ça c'est le pagode Thaï, ça s'appelle Chùa Thaï dans le nord. La pagode est toujours là, hein. Si vous avez un jour la possibilité de visiter. Donc ça, c'est une excursion extrascolaire des élèves au lycée. D'ailleurs, 70 ans après, je faisais la même chose, ou 80 ans après, c'est-à-dire au début des années 90, je faisais la même chose comme ils ont fait en 1952. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça, ce qui est très rigolo. Vous voyez, ce sont des caricatures faites par un ancien élève de Jean-Jacques Rousseau sur les enseignants. Donc, Pierre Brochot, que vous connaissez très bien, c'est l'historien spécialiste de l'histoire de l'Indochine, à d'autres professeurs inspirés du Kung Fu, et puis le proviseur Rossignol, ils ont tous embelli par leurs élèves. Et d'ailleurs, j'ai la chance et le privilège qu'ils me donnent gratuitement ces caricatures pour publier dans mes livres. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on termine vraiment ici. Et pourquoi je vous montre cette photo?
En fait, là, c'est une couverture d'une revue faite en 1968 par un ancien élève qui s'appelle Vinh Khoa. Mais à partir des années 80, il est devenu un dessinateur très célèbre, surtout en Belgique et après en Europe. Il a un nom de dessinateur, Vinh. Et donc, en fait, moi, je n'ai jamais rencontré ce monsieur. J'ai voulu l'inviter plusieurs fois en France pour pouvoir mener des conférences comme moi. Mais à chaque fois, c'est toujours des contraintes de dernière minute. Donc, il a pris connaissance de mon travail, il m'a félicité, il était très ému de ce que j'ai fait sur les anciens élèves. Donc, il a sorti dans ses archives informatiques cette photo. Il l'a scanné, il m'a envoyé précisément, il m'a dit « Je te donne gratuitement, tu peux faire ce que tu veux avec cette photo ». Et donc, j'ai mis en l'honneur sur la couverture de mon livre, vous voyez, sur ma vidéo. Donc, j'ai demandé à… Vous voyez? Donc, j'ai scanné, j'ai extrait et l'image est devenue maintenant sur la couverture de mon livre. Et encore une fois, grâce à je dirais que pour mener à bien ce travail et sans les témoignages des anciens élèves, ce travail de recherche, cette thèse n'aurait pas pu prendre la forme de ce qu'elle est aujourd'hui et j'en suis presque sûre, je n'obtiendrai pas le prix de l'Institut de France sans cette partie dans ma thèse et je remercie plus que chaleureusement la collaboration, la contribution et l'aide extrêmement précieuse des anciens élèves. Et pour moi, ça a été une solidarité intergénérationnelle. Voilà, je finis vraiment maintenant mon exposé et je vous remercie chaleureusement votre écoute et votre attention. Merci, merci beaucoup, Fifun. C'est très, très passionnant ce que tu nous as présenté. Personnellement, si tu veux, ça me parle beaucoup et ça me touche également parce que j'étais justement dans le système scolaire français depuis le primaire, l'école Colette et puis le lycée Marie Curie. Donc ça me parle beaucoup. Je voudrais te poser quelques questions. D'abord, en allant au nord, il y a Nguyen Phan Thuan qui a posé la question et justement, je voulais également te la poser. Pourquoi, malgré, je dirais, des problèmes comme ce que tu avais évoqué de risques par rapport aux enfants et des impacts après sur leur vie, d'être catalogués comme ennemis du peuple, pourquoi les familles continuaient à envoyer les enfants? Pourquoi les familles continuaient à envoyer leurs enfants au lycée Albert Sarraut? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la seule raison, enfin, je disais, il y a plusieurs raisons parce que ça dépend de mes témoins, mais je dirais la seule raison essentielle que ces familles envoyaient encore, c'est parce que c'est le prestige de l'école française et le prestige de la culture française en dehors de la politique française. Voilà, c'est ça la raison principale. Par contre, ce qui est triste, c'est qu'au fil des mois et au fil des années, ces familles vietnamiennes ont progressivement retiré leurs enfants de cette école parce que la pression sociale, politique était tellement forte qu'ils n'arrivaient pas à continuer à scolariser leurs enfants. Et après, lorsqu'il y a eu justement le gouvernement du Nord du Vietnam qui ont repris la main sur le lycée Albert Sarraut,
Comment a-t-il continué? Est-ce qu'il y a une vraie diversité, les élèves vietnamiens de toute classe, ou il reste quand même cette dimension d'élite au lycée Albert Sarraut? Quelle est sa réputation après la vietnamisation? Dans le Nord? Oui, dans le Nord. Lorsque le gouvernement vietnamien a repris en 65 l'école, le lycée. Non, 55. 55. Ah oui, oui, pardon, oui, en 55. Déjà, cette école n'est plus gérée par les autorités publiques françaises, hein. Donc, c'est géré par la mission laïque française. Donc, c'est une association, c'est une organisation privée. Dans les premières années, c'est-à-dire 55, 54 jusqu'à 58, en fait, c'est lié largement aux politiques, à la politique, c'est-à-dire à partir de l'événement des œuvres et de l'événement, le procès Nguyen Van Zy Pham, vous connaissez, hein, oui. C'est-à-dire en 1958. Ça, c'est une coupure vraiment radicale. C'est un boom, c'est un boom politique. Donc, du coup, là, entre 55 et 58, on voit encore que c'est quand même les familles aisées, les familles citadines, les familles qui ont un lien avec la France pendant la colonisation, qui mettaient encore leurs enfants. Mais l'année de 58, après l'événement Nguyen Van Zy Pham, on voit très bien que déjà, il y a une nouvelle mesure politique, c'est-à-dire, c'est comme maintenant la carte scolaire. C'est-à-dire, les enfants qui vivaient près, dans le quartier, dans le district, dans l'arrondissement, près de cette école, peuvent entrer dans cette école sans exception. Donc, c'est-à-dire les éléments les meilleurs qui vivent loin de l'école, géographiquement, dehors. Donc, il y a différentes mesures politiques pour s'infiltrer, pour purifier, entre guillemets, cette école pour qu'elle devienne finalement, à partir de 58, presque complètement vietnamienne. Ah oui. Un proviseur français, mais en fait, il ne jouait aucun rôle. Il ne pouvait rien faire. Oui, oui, oui. J'ai une question de Viet Dũng. Quelle est la place historique de l'éducation française de 45 à 75 au Vietnam par rapport aux autres systèmes successifs américains, chinois, russes et vietnamiens? Alors, la question est extrêmement intéressante et pas facilement à répondre en peu de temps. Comment dirais-je? Je prends, parce qu'il y a différents éléments, mais je dirais que si c'est pour comparer avec le système américain ou soviétique, hein, c'est pas russe simplement, c'est soviétique. Ce qui a été, avec le recul historique, je dirais que le système éducatif français, ce qu'il a fait pour les Vietnamiens tout au long du XXe siècle, c'était la formation des élites vietnamiennes. Parce que la rupture dans tous les sens de 1945, on voit quand même, il y a deux camps, il y a deux visions politiques, communistes et nationalistes, mais dans les deux opposants idéologiques, on voit les mêmes personnes formées par la culture française ou par l'école française. Van Nguyen Giap, tous les résistants, tous les premiers membres du gouvernement de Ho Chi Minh, ils étaient tous francophones. Ils ont même lu des bouquins français dans la résistance. Et pareil du côté du gouvernement, différents gouvernements du Sud, on retrouve les mêmes personnes. Et c'est-à-dire, c'est ça, je voudrais mettre accent sur cet aspect, c'est-à-dire le rôle de l'enseignement français pour les Vietnamiens du XXe siècle, c'est ça, c'est la formation des élites. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas complètement étrangère à l'idéologie éducative de la France, c'est-à-dire la formation des élites à l'étranger. Et ça continue maintenant, vous savez, avec le réseau des lycées français à l'étranger. Donc, tous les lycées, Albert Sarraut, Yersin, Chasse-Loup-Loba, Jean-Jacques Rousseau, etc.,
ils ont des descendants maintenant. Ce sont des ancêtres. Et leurs descendants maintenant, c'est le réseau des lycées français à l'étranger. Et ce réseau a été initié justement à partir fin des années 50. Donc là, ça continue maintenant. Donc c'est une continuité pour la France. Ah oui, oui. Et toujours, Tchèque, merci pour ta réponse. Une question toujours de Viedzon. Outre les valeurs historiques et culturelles de l'éducation française, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore des applications possibles pour avoir des impacts positifs dans la société moderne au Vietnam? L'influence encore, le côté positif peut-être sur la société moderne aujourd'hui. Oula, cette question, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut d'autres disciplines comme la sociologie, les sciences politiques. Et d'ailleurs, la personne ou les personnes qui puissent répondre à ces questions, ce sont des hommes politiques, hein, ceux qui conçoivent les politiques. Mais en tant qu'historien, je dirais que c'est pas simple parce que nous vivons maintenant dans une autre époque. La France d'aujourd'hui n'est plus la France d'il y a 15-50 ans. Le Vietnam d'aujourd'hui non plus, ce n'est plus le Vietnam d'il y a même 20 ans, 30 ans. Donc je pense que nous sommes en train de créer quelque chose de nouveau, mais de dire que, waouh, allez, on va prendre tout ce qui a été fait il y a quelques années, il y a quelques décennies, pour pouvoir expérimenter encore dans ce contexte-là, je dirais pas. Je dirais qu'il faut innover, il faut créer, mais il ne faut pas plus fort qu'adapter, hein, je dirais. Il faut vraiment créer quelque chose de nouveau. Parce qu'on ne vit plus dans le même monde. Tout à fait, oui, complètement. Oui, et l'innovation, la création, c'est extrêmement important. Mais est-ce qu'il y a une base, un passé qui reste de l'éducation française dans le système d'aujourd'hui, à ton avis? Alors, si on se pose cette question et si on conçoit la chose de cette manière, je dirais toutes les cultures. En fait, l'éducation où le système éducatif national est je dirais ça, en quelque sorte, c'est une vision macro d'une institution d'État. Et donc, du coup, c'est sympa qu'elle pose question. Pour moi, dans ce cas-là, toute culture pourquoi parce que si on veut le donner, c'est mieux. Donner à qui? Est-ce que Ah bon? avec ces s'il vous plaît? Mais par contre, il faudra juste qu'elle recouse, mais ça, c'est pas très grave. Quincy, est-ce que vous pourriez couper le micro? Mais... Merci. Oui, je continue. Oui, vas-y, j'ai perdu un peu mon fil. Ah oui, voilà, le début de mon fil, c'est l'éducation. L'éducation est très liée à la culture, d'accord? Elle ne vient pas de nulle part, c'est la culture avec un rang C. Dans ce cas-là, je dirais toute culture est belle. On ne peut pas dire que la culture allemande ne peut pas créer un système, une éducation pas belle allemande. Donc, soyons... bon, allez, c'est l'histoire, c'est l'historique. La France a été au Vietnam pendant longtemps, pendant près d'un siècle. Elle a laissé une trace. Mais voilà, si c'était d'autres pays, on aurait d'autres... Je préfère être ouverte sur cette question. Voilà. Oui, je comprends. Oui, complètement. Oui. Il y a Dan qui a fait un commentaire. Est-ce que, Enkel, tu pourrais libérer le micro pour Dan pour qu'on l'écoute? Si Dan est toujours là. Sinon, elle peut réactiver tout seul, je crois. Il peut l'activer tout seul. Hein. Oui, j'écoute. En fait,
Oui, j'ai fait une remarque comme quoi que l'influence des Français au Sud-Vietnam était très importante de 54 à 60, parce que à l'époque, mes frères aînés ont été dans le lycée de Petruski. Ils ont passé le bac français en écrit, en oral, hein, et ils écrivent exactement comme les lycéens dans les lycées français des Ségons. Et après, de mon tour, on avait eu un professeur français qui vient une fois par semaine pour faire la conversation pendant les années où on fait la première langue française. Et, euh, et puis, on était allé à l'Alliance française pour suivre des cours en privé. Voilà. Et je pense que c'était quand même une influence postcoloniale qui reste au sud du Vietnam, dans les lycées vietnamiens, quand même. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, hein. D'ailleurs, le rôle de l'Alliance française à Saigon, à Dalat, à Hue était extrêmement important. J'en parle dans le livre, hein. D'accord. Oui, complètement, oui. Ce sont des outils diplomatiques de la France, hein. L'école française, le système, les écoles, c'est un outil majeur, mais il y a d'autres outils dont vous venez de citer. Oui, en tout cas, quand j'étais au lycée Marie Curie, c'est vrai ce que tu disais, le lien entre l'identité vietnamienne, la fierté d'être vietnamienne et le fait d'être dans une école française. Des fois, ça pourrait être amené de la contradiction, mais des fois, c'est une richesse également dans la pensée, je pense. Oui. Bon, et puis, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs d'histoire comme que tu connais certainement, Bien sûr, oui. qui est vraiment extrêmement brillante, qui nous amenait dans une école française la dimension de l'histoire vietnamienne. Et ça, c'était aussi pour moi une richesse dans ce contexte. Si vous me permettez, je reviens à l'idée que Viet Dũng a évoquée. Je comprends aussi la profondeur de sa question, hein, parce que nous voyons maintenant beaucoup de Vietnamiens réussis socialement et professionnellement, comme Bùi Trân Phượng ou Trịnh Xuân Thuận, vous savez, l'astrophysicien. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit, c'est la formation des élites. Et donc, Viet Dũng, si tu insistes sur ce qui reste chez eux de cette formation, c'est ça. C'est une base solide de connaissances. C'est une culture générale solide et c'est une curiosité intellectuelle. Pourquoi je dis cela? Bon, évidemment, Trịnh Xuân Thuận, Bùi Trân Phượng, etc., ce sont des personnes éminentes, et puis médiatiquement connues. Mais je peux vous confirmer, il y a d'autres anciens élèves qui ne sont pas reconnus socialement comme eux, mais qui ont la même curiosité intellectuelle comme ces personnes éminentes. C'est ce que j'ai constaté en discutant avec eux. Donc, c'est plus facile de citer Bùi Trân Phượng ou Trịnh Xuân Thuận parce qu'ils sont connus et que vous les connaissez, c'est tout. Mais pourquoi je dis cela? Parce que eux, ils ont commencé dans l'école française. Ils maîtrisent le français, la langue, ils découvrent la culture occidentale, mais après, ça leur ouvre d'autres domaines. Bon, il est astrophysicien, mais on le connaît. Maintenant, tout le monde confirme que Trịnh Xuân Thuận, c'est un des idéologues américain, hein. Il a beaucoup influencé neurosciences, la métaphysique, et voilà. Et Bùi Trân Phượng, elle fait beaucoup de choses, elle fait des études en anglais, etc., ou Ton Nhu Thị Ninh, des personnes connues comme ça, et je pense qu'à leur âge, 70 ans, 80 ans, ce sont encore des êtres curieux, culturellement, intellectuellement, et ça, je pense que c'est surtout eux qui ont dit tout cela, c'est grâce à l'école française. Donc ça, c'est qui reste en eux, et ça, c'est ce qu'a donné l'école française à eux. Voilà. Ils sont toujours très curieux et très passionnés. Oui. Et ils transmettent leur passion à nous tous.
Oui. Et Je voudrais simplement, il faut mentionner aussi, par exemple, une association qui est très forte et qui regroupe ah oui, les c'est anciens l'ancien. élèves Et, d'Alonso de Marie Curie, oui. l'AEJGR. Pour mes amis en ligne, là, aujourd'hui, je vous invite à regarder le site web de l'Amicale d'anciens élèves Jean-Jacques Rousseau. Hein. Tous les 2 semaines, il produit une revue en ligne très riche. Et vous, en lisant la revue, vous comprenez qui sont ces anciens élèves. Oui, oui. Oui, Il y a des questions. je me permets de vous dire que je suis un ancien président de la EJGR. Ah. Et actuellement, je suis un président d'honneur. Ah. Et le président actuel vient de décéder. Georges Ngọc il vient de décéder. Quinn, tu as des questions? Quinn, tu peux poser ta question. Votre micro, votre son n'a pas été activé. Je voudrais poser une question à Trifon au sujet Oui. des écoles françaises. Il y a aussi les écoles, disons, pas laïques, mais chrétiennes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le sujet? Et justement, Trifon, avant de répondre sur cette question, il y a Vika qui pose également la question sur ce sujet. Je te le dis à propos de la place et du rôle des missions catholiques dans le système éducatif français au Vietnam durant toutes ces années de recomposition. D'autre part, est-ce qu'il y avait des raisons confessionnelles qui incitaient justement les familles vietnamiennes à envoyer leurs enfants dans ces écoles françaises? Voilà, comme c'est en lien avec la question qui vient d'être posée, je te le dis tout de suite. Oui. Alors, sur cette question, je ne pense pas pouvoir approfondir. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le sujet de ma thèse, mais ce que je peux vous apporter quelques éléments, c'est que d'abord, c'est une question d'archives, parce que c'est un travail historique, donc la première chose à faire, c'est les archives. Pour pouvoir étudier les écoles privées, surtout confessionnelles, il faut aller dans les archives privées, catholiques, etc. Donc, du coup, le travail est autre. Tout ce que j'ai pu constituer, c'est-à-dire j'ai fouillé les archives publiques d'État, mais qui a des dossiers sur les lycées, les écoles privées. En plus, j'ai interviewé les anciens élèves qui ont eu quelques années passées dans une ou 2 écoles confessionnelles. Et puis, tout cela m'a aidé à constituer un paysage, un aperçu très général, c'est que c'est un chantier à découvrir. J'espère qu'il y a un jour, il y a un autre chercheur, un autre historien qui va attaquer ce sujet, parce que rien que sur le plan quantitatif, on voit que tout au long du XXe siècle, quelle que soit la période coloniale ou postcoloniale, le système éducatif, le système privé double ou triple le système public. C'est pour dire qu'ils sont très dynamiques, ils sont très novateurs, et d'ailleurs, il n'y a pas que le côté confessionnel, il y a aussi les écoles privées fondées et gérées par les Vietnamiens, par les Chinois. Et là, tout ça, pour moi, c'est encore un blanc. Ce n'était pas mon sujet, mais j'aurais bien aimé qu'un jour, quelqu'un attaque là-dessus. Oui, oui. Merci, Tifun. J'aimerais bien laisser la parole à Jourdan Guyet. Est-ce que vous pourriez prendre le micro et donc dire ce que vous avez écrit sur le chat? Jourdan? Attention à votre micro, je crois. Ce n'est pas encore activé. Oui, votre micro n'est pas encore activé, Jourdan.
parce que j'aimerais bien laisser la parole à Jourdan, parce que ce qu'il nous écrit est extrêmement intéressant. Donc, déjà, Jourdan dit, est-ce que le micro est libéré pour Jourdan? Non, toujours pas. Vous pouvez citer ou lire. Oui. Voilà, en attendant que Jourdan puisse, pour votre conférence et votre clarté, c'est vrai, c'est ce que tu dis est passionnant et très clair. Et on découvre plein de choses que l'on ne savait pas. Donc, il voudrait souligner le respect de la culture et de l'école en général du vietnamien. Son père, Georges Jourdan, a enseigné l'anglais au Collège français de Thuram à Da Nang. Puis au lycée Saigon entre 1956 et 1960, une période de paix entre les deux guerres. Donc je continue, même toujours qu'au marché de Thuram, les commerçants voyant une telle nouvelle demandaient militaire, et ma mère répondait non, professeur. Alors tout de suite, c'était des grands sourires et des petits cadeaux pour les enfants. C'est un témoignage vraiment très touchant, Jourdan. Donc, je vous laisserai encore la parole si vous le souhaitiez, Jourdan, si vous arrivez à désactiver votre micro. En attendant, je vais passer à d'autres questions. Il y en a beaucoup. Je descends. Donc, les écoles privées catholiques, tu en as déjà parlé. Quelle est la découverte la plus mémorable pendant tes recherches? La découverte la plus mémorable, c'est très difficile. C'est comme si pour demander à un compositeur quelle partition, enfin comme si vous demandez à, je ne sais pas, c'était dur. Mais je dirais que c'est les rencontres avec les anciens élèves qui ont marqué dans ma vie. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que, alors, l'idée de rencontrer les anciens élèves a été lancée par ma directrice de thèse, qui est américaine, qui n'est pas spécialiste de mon sujet, mais c'est une Américaine qui s'installe depuis 30 ans en France, donc elle est étrangère comme moi. On s'entendait très très bien parce qu'on a le même parcours de vie. Et quand j'ai terminé les 3 chapitres sur l'enseignement du côté institutionnel, elle m'a dit, mais dis donc, ce que tu écris est très bien, mais bon, on ne sait pas ce que pensent dans la tête des gens, etc. Bon, c'est juste une idée. Alors, combler ta thèse avec un trou comme ça. Donc, je suis allée rencontrer au fur et à mesure des anciens élèves, juste dans l'idée très technique. Allez, tu vas encore recueillir des choses pour rédiger. Mais finalement, ça a duré 3 ans, cette recherche d'anciens élèves, etc. Et vous savez, ça y est, j'ai fini ma thèse, j'ai publié les livres, j'ai traduit en vietnamien. Et du coup, ces 3 ans-là, pour un travail purement scientifique et purement technique au départ, a été pour moi des années inoubliables de ma vie parce que ça dépasse complètement du cadre professionnel. Ce n'est plus pour une thèse, ce n'est plus pour la publication d'un livre, mais c'était des rencontres intergénérationnelles, c'était des discussions entre les générations, c'était des découvertes de l'histoire de mon pays que je n'ai jamais pu apprendre à l'école au Vietnam. Donc c'est cette découverte qui était inoubliable pour moi et ça reste dans ma vie. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que je me suis formée tout seul. Ça s'appelle l'identité narrative. Pour écrire cette partie, je me suis formée à l'identité narrative chère à Paul Ricoeur, le philosophe français. Bon, c'est l'identité narrative et curieusement maintenant,
je fais une nouvelle carrière avec le coaching, le développement personnel et professionnel. Et curieusement, enfin curieusement entre guillemets, ce n'est pas tout ça naturellement. J'utilise l'approche narrative pour aider les gens. Et tout cela, je ne sais pas, c'est peut-être les anciens élèves, maintenant toujours en vie, et d'autres décédés, peut-être m'ont glissé, m'ont introduit, m'ont inspiré, m'ont insufflé cette chose-là qui est très belle, et je continue ma vie avec eux, mais dans une autre dimension, d'une autre voie. Et voilà, voilà, c'est ce qui reste dans toute ma vie. Voilà. Oui, oui. Ah, c'est super bien. C'est la transmission de ce que d'autres générations peuvent te donner, et tu nous les transmets en même temps aussi, Téfun, avec tout ce que tu nous dis. J'ai une question de Nortio. Tu parlais du système américain. Est-ce qu'il existe? Et si oui, comment est-il? Elle existe maintenant? Oui, est-ce que je peux poser une question? Oui. Bonjour Téfun. Je veux savoir, à côté du lycée français, de l'école française, il y a un système de lycée vietnamien que dans les années 60, avant 60, j'étais à Saigon, et on avait parfois des confrontations entre les lycéens. Est-ce que tu en parles dans ta thèse? Et puis, deuxième question, est-ce qu'on peut estimer à quelle époque, quelle date environ, l'élite de la société saigonaise parle plutôt américain que français, change de langue? Donc, deux questions. Et puis la question de Nortio sur le système américain, s'il te plaît, Téfun. Oui, mais alors je réponds à la première question de Tonton Tiao, mais le système existait ou existe? Enfin, à quelle période? Pardon? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu avais parlais du système américain. Le système français, il y avait le système américain. Alors, dans le temps, hein, pas maintenant. Maintenant, il n'y a plus d'Américains. Oui, oui. En fait, à l'époque, à la même époque, de 55 à 75, il n'y avait pas un système éducatif américain. Voilà, voilà c'est ce que je voulais dire. Voilà. Il y avait de la présence américaine dans le système éducatif vietnamien. À partir du niveau... C'est-à-dire qu'il faut envoyer aux États-Unis des gens faire des stages. Oui, il n'y a pas un système éducatif américain au Vietnam. Non, non. C'était le système vietnamien et le système français. Voilà, c'est ça. Exact, oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Je voudrais témoigner. L'influence américaine est nulle. Je voudrais témoigner. Éducatif. J'ai été formé à Yersin, puis ensuite à Jean-Jacques Rousseau, et de la promotion 69. Et je suis parti aux États-Unis faire mes études. Simplement pour répondre à cette question-là, l'influence américaine à partir de 1900, disons au niveau éducatif, hein, à partir de 1967 et après, commençait à prendre forme. Je veux dire par là, il y avait en 69 par exemple, 2 universités qui étaient représentées à Saigon. L'université de Michigan et l'université d'Ohio qui avaient leurs représentants. Et là, ces universités recrutaient, facilitaient en quelque sorte le recrutement des étudiants qui avaient le bac avec mention, etc. Donc, j'étais dans ce cas-là, donc je suis témoin de cette période de transition parce qu'il y a eu à ce moment-là une influence américaine qui commençait à prendre forme aux dépens de
du système français. Donc, il y a eu beaucoup d'étudiants de ma promotion qui partaient bien sûr pour l'Europe, pas pour la France parce qu'il n'y avait pas je dirais, de relations diplomatiques avec la France. Qui partaient pour la Belgique, qui partaient pour la Suisse, l'Allemagne, mais beaucoup déjà aux États-Unis. Oui. Merci pour ce témoignage. Je reviens à la question de Tonton Tourne, là. La première question, oui, j'en parle dans la thèse. D'ailleurs, je suis en train de regarder. Vous allez lire ça dans le chapitre 4 de mon livre, où j'ai même cité les témoignages d'un ancien élève qui a raconté, maintenant on considère que c'est une anecdote, mais à l'époque ça s'est bien passé, c'est-à-dire il y a des bagarres, il y a même des défis, des paris entre garçons de Jean-Jacques Rousseau et Petruschi. Voilà. La deuxième question, j'ai un peu oublié. Merci. La deuxième question, c'était est-ce qu'on pouvait estimer à quelle époque l'anglais commence à primer sur le français dans la société, dans l'élite de la société vietnamienne? Alors, on pourrait dire que c'est à partir de fin des années 60, 68, 69. Et ça, comme vient de dire Can là. Oui, 69. Et puis, dès 1903 à 72, alors là, on voit très bien que l'anglais Non, mais quand vous écoutez Love, Crazy Love ou je sais pas quoi, de Pat Boone et tout ça, c'était avant 62, hein, avant 60. Les Elvis Presley, Pat Boone, Love Letters in the Sun, les films romantiques américains des années 50 et quelques, ça existait déjà, hein, sans que ça arrive, sans attendre à l'arrivée des Américains après, dans les années 60. April Love, tous ces films-là, c'était les films de ma jeunesse et j'étais encore au lycée. Donc, il ne faut pas dire que c'est lié à l'enseignement ou l'arrivée des Américains. C'est la mode à l'époque, c'est tout. Question de mode. Elvis Presley, c'était avant que les Américains soient là. D'accord? Vous pouvez lire ça dans le chapitre 4, hein, j'en parle. Hein. Voilà. Chiflin, il y a Rami qui te demande si tu penses à la suite dans tes recherches. Est-ce que tu vas sortir un deuxième livre sur le sujet éventuellement? Oui, l'année prochaine. Ah, déjà, c'est bien, bravo. Tu as travaillé déjà après, alors? Ben, j'en profite le confinement, les confinements. Ah oui, oui. Tu peux peut-être parler aussi de tes livres, de tes traductions, d'autres livres que tu as publiés. Vous pouvez montrer mon slide, hein, il y a le short bio, là. Il y a une page. Sinon, je cherche. Short bio. Et la deuxième page du short bio, il y en a. Pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je le mettrai dès que c'est possible. Tu pourrais peut-être, dire ce que tu as comme livre en attendant que je cherche pour le présenter. Voilà, je l'ai. Comment je fais pour partager? Partager. Ben, vous allez sur l'écran. Je vais le faire. Je vais le faire. D'accord. Tu l'as trouvé ou je te l'envoie? Je vais le trouver. D'accord. Bon, en attendant que Enkan le retrouve, il y a donc, attends, Nim Phong Tuan
qui a des commentaires. Est-ce que Nguyen Phan Thuan, vous pourriez prendre le micro et vous exprimer? Oui, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, Ce que je vous veux avez dire, un je l'ai commentaire. écrit, là. Oui. Je dis qu'il faut parler de l'école de médecine parce que l'enseignement donné par les Français au Vietnam, les Français ont commis beaucoup de méfaits au Vietnam, hein, mais l'école de médecine, il faut en être reconnaissant. Parce que l'école de médecine de Saigon est respectable. Le professeur Pham Byo Tâm, un de mes cousins qui est élève du professeur Pham Byo Tâm, émigré aux États-Unis et accepté à l'université pour diriger un département de l'université. Ensuite, il a été reconnu, s'est vu décerner le titre de docteur honoris causa dans de nombreuses universités internationales. Donc, l'école de médecine que la France a laissée au Vietnam est tout à fait respectable et était de niveau mondial. Voilà, je crois qu'il ne faut pas oublier ça. C'est l'apport, l'un des apports importants que la France a donné au Vietnam. Voilà. Oui, merci Anton de votre témoignage. Merci. Voilà, donc on a les slides de livres de Thuy Phương. Tu pourrais présenter tes livres? Oui, j'ai traduit des livres, surtout des romans, enfin 2 romans. Voilà, avec l'année de la parution. Et après, j'ai écrit des livres. Vous voyez, en 2017, c'est le livre de ma thèse. Elle est ici. Après 2018, j'ai fait un projet avec l'Université de Genève sur un personnage peu connu du monde, même scientifique. Et ça a donné 2 livres. Le personnage est Nguyen Phuc Vinh Bang. C'est un prince, au sens propre du terme. Il est le cousin de Bao Dai. C'est pour ça qu'il s'appelle Nguyen Phuc. Vinh Bang, Vinh Thuy, c'est-à-dire ils sont dans le même rang. Hein. Donc, il a quitté le Vietnam en 1948 pour faire des études en Suisse. Donc, il a toute sa carrière en Suisse comme psychopédagogue très reconnu à côté de Jean Piaget, que vous connaissez, hein, c'est l'un des psychologues les plus éminents du XXe siècle. Et donc Vinh Bang était d'abord étudiant de Jean Piaget, mais devenu pendant 30 ans le bras droit de Jean Piaget. Il était très connu en Suisse, sauf les personnes comme moi. Et j'ai eu un peu honte d'apprendre en 2014 que par mes collègues suisses, je ne vois en disant « Ah, dis donc, t'es vietnamien, mais tu connais pas Vinh Bang ?» etc., etc. Donc, du coup, j'ai pris une bourse en Suisse et j'ai lancé ce projet pour découvrir qui est Vinh Bang. Et finalement, il y a eu 2 Vinh Bang. Vinh Bang avant 48 et Vinh Bang après 48. Donc tout le monde connaît Vinh Bang après 48, pas tout le monde, mais en gros, les Suisses, ils connaissent. Et après, mon travail part sur Vinh Bang avant 48. Du coup, vous savez, c'est lui qui a introduit l'éducation nouvelle, Progressive Education, au Vietnam, au début des années 40. Donc, à la même période que d'autres pédagogues alternatifs, c'est dans le même mouvance pédagogique alternative initiée par Marie Montessori, John Dewey, Claparède, etc. Donc, c'est lui qui a introduit l'éducation nouvelle au Vietnam. Donc, ça m'a donné 2 livres. Un livre personnel et un livre collectif avec des collègues suisses, et tous traduits en vietnamien. Ça, c'est notre décision de faire ça en vietnamien pour le public vietnamien, parce que j'ai travaillé avec une ONG vietnamienne qui a financé finalement, hein, c'est une ONG vietnamienne, mais non pas les Suisses qui ont financé. Hein, pour une fois, c'est les Vietnamiens qui ont financé le projet de A à Z, et donc du coup, on a fait le travail en vietnamien pour le public vietnamien. Et le dernier livre en rouge cette année, c'est normalement c'est 2 tomes
l'année prochaine, ce sera le suivant. Donc, ces deux livres-là, c'est la traduction presque intégrale ou la réécriture de ma thèse en vietnamien. Voilà. Oui. Donc, le livre en rouge, c'est la période coloniale, et le livre pour l'année prochaine, ce sera la période postcoloniale. D'accord, merci Thibaut. J'ai une question de Solange. Le français est-il encore enseigné dans les écoles publiques vietnamiennes? Pourcentage d'élèves, quel est l'intérêt d'interviewer les adultes? Certains ont-ils exprimé des regrets? Voilà, j'ai plusieurs questions de Solange. Vous savez, aujourd'hui dans l'auditoire, il y a une chercheuse spécialiste de la francophonie. Hein. Peut-être elle va m'aider. Madame Hoai Chan, vous êtes là. Justement, c'est... Je crois que c'est Dame qui a posé la question. En gros, il y a encore de l'enseignement du français au Vietnam dans les classes bilingues. Donc, moi, j'ai été aussi produit de ces classes-là. Alors, sur le nombre, quantitativement, c'est minime. Hein, c'est minime. Et donc, c'est pour dire que l'influence, c'est aussi très limité. Voilà. Oui. Mais comme ce n'est pas ma recherche, donc je ne peux pas vous apporter des chiffres appuyés. Hein. Mais comme je voulais juste ajouter, bondir sur la réponse de Phương. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour Phương. Elle est là la spécialiste. Non, non, mais je ne suis pas retournée au Vietnam depuis quelques années là. Ah non. Bon, c'est juste pour vous dire que bon, malheureusement, hein, le français a connu un déclin inexorable hein, au Vietnam. Ah oui. Et il y a de moins en moins d'apprenants français et voilà, c'est un gros problème parce que bon, malheureusement, le français n'est plus considéré comme le RAN, hein, comme on dit ça. Et il y a une forte concurrence d'autres langues, en l'occurrence l'anglais. C'est ça. Et le français a pu redémarrer après le sommet de la francophonie en 1997. Et à l'époque, l'OIEP et l'AEP, l'Agence universitaire de francophonie, ont beaucoup aidé, ont carrément financé des programmes de classe bilingue au Vietnam. Mais bon, le programme a duré 12 ans, hein, une douzaine d'années. À un moment, il fallait passer le bébé au gouvernement vietnamien. Je crois que bon, on a fait, le Vietnam a fait tout son possible. Hein. C'est que la langue étrangère, comme les langues étrangères sont souvent choisies par les parents d'élèves, il n'y a pas une imposition de statut de langue étrangère au Vietnam. Peut-être c'est à cause de ça aussi que le français a décliné. Hein, a décliné. Bon, je m'inquiète beaucoup hein, pour ce statut. Je me demande si on ne fait pas quelque chose, est-ce qu'on peut prétendre que le Vietnam va rester en francophonie ou non? Pour l'instant, il n'y a que 0,4 ou 0,5% de la population qui est francophone. Au Vietnam, voilà, j'ai vu que le gouvernement, il y a le consulat de France au Vietnam qui a des programmes comme Campus France pour les étudiants vietnamiens qui veulent partir en France. Qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça pourrait permettre justement de booster un petit peu plus la langue française? Qu'est-ce que vous en pensez sur les actions de la France actuellement au Vietnam? Je peux prendre la parole? Oui. Oui, en fait, je suis une francophone qui est sortie de l'université en 1996. Donc, c'est la période où le français est très, très enseigné au Vietnam et beaucoup d'élèves qui suivent la filière francophone comme langue étrangère au lieu d'anglais.
Mais je pense pourquoi ça déclinait, parce que je pense au Vietnam, quand on choisit une langue, c'est d'abord l'intérêt économique. C'est pour ça le français, je pense, c'est plutôt culturel et c'est pas assez dans l'intérêt économique. C'est pour ça les Vietnamiens ont choisi l'anglais, parce que quand on est formé en anglais, on peut sortir, à la sortie de l'école, on peut trouver facilement du travail, alors qu'en français, c'est presque, on n'a pas besoin. Si on parle anglais, on trouve facilement du travail, alors que le français n'a pas travaillé dans les associations culturelles ou enseigner le français dans les écoles. Comme ma promotion, je suis à l'école normale supérieure de Hue, je suis formée pour être enseignante de français, et mes amis, maintenant, ils sont tous malheureusement abandonné le français parce qu'il n'y a plus d'élèves qui veulent apprendre le français, et puis ils sont tous convertis en professeurs anglais ou fait autre chose que enseigner le français. Mais je voudrais insister une chose, ils sont toujours fiers d'être francophones et puis très attachés à la langue française et la culture française. Voilà. Oui, merci Stéphane de votre témoignage. C'est vrai que l'anglais est une langue dominante d'un point de vue économique, et c'est voilà. Il y a vous avez posé aussi la question sur comment le programme éducatif vietnamien actuel a été conçu, sur quelle base, avec quel héritage, avec quelle philosophie. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis? Excusez-moi, je pense que ça ne fait pas partie de ta thèse, mais si tu peux nous donner quelques éclaircissements sur cet aspect. Si c'est le programme d'aujourd'hui, alors ça, c'est la jungle. Hein. Je suis incapable. D'accord. Là, c'est hors de mes compétences. Par contre, parce que vous lisez l'actualité, les actualités, oulala, à chaque fois, ce sont des batailles politiques et idéologiques. Par contre, ce qu'on était presque sûr, c'est-à-dire les gouvernements vietnamiens sud ou nord, à leur indépendance, c'est-à-dire dès 1945, 46, 51, 53, etc., ces gouvernements vietnamiens se sont inspirés largement du programme français. Ce qu'ils ont fait, d'apporter de nouveautés, c'est plutôt l'enseignement de la langue et de la littérature du vietnamien. Sinon, toutes les matières scientifiques, c'était largement inspiré et même traduit du programme français. Voilà. Merci Stéphane de donner ton avis. Il est midi moins 7 minutes. Je me permets de poser peut-être la dernière question, sauf si vous insistiez pour en avoir d'autres après, de Lincoln. Pouvez-vous parler davantage, c'est une question très intéressante, pouvez-vous parler davantage de vos inspirations liées au coaching? Voilà. Vaste sujet là. Bon, si la personne s'intéresse vraiment, je peux vous donner mon mail, je vais écrire dans le chat, mais ici, c'est juste très rapidement. Vous savez, le coaching, c'est très développé maintenant en France, et dans le coaching, c'est un terme général, générique plutôt, il y a différentes méthodes. Donc, je me suis formée à une méthode qui s'appelle l'excellence d'action, c'est-à-dire tout le monde agit quotidiennement dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Donc, je me suis formée à cette méthode, mais en me perfectionnant dans cette méthode, j'ai discuté avec mon superviseur et il a détecté en moi une capacité d'écoute et de discussion, etc. Et donc, il y a une autre méthode dans le coaching qui s'appelle l'approche narrative,
qui a été inventé, développé par un Australien, un néo-néerlandais, Michael White. Voilà. Il a utilisé cette méthode pour aider les gens à reprendre leur autonomie, etc. Et donc, du coup, mon superviseur m'a conseillé de combiner la méthode d'excellence d'action et la méthode approche narrative et pour voilà, pouvoir accompagner les gens dans la vie professionnelle et personnelle. Et justement, l'approche narrative du coaching, pour moi, a pris l'origine, la source de ma thèse, qui est la 5e partie de ma thèse, qui est l'identité narrative, qui est les témoignages des anciens élèves. Je me suis formée de façon naturelle il y a 7 ans avec les anciens élèves. Ah oui. Je maintenant de conclure, si vous voulez bien. Déjà, merci beaucoup, Thuy-Phuong. C'était passionnant. Tu as introduit au-delà de l'histoire une dimension humaine et en plus, cerise sur le gâteau, tu commences à nous coacher. Donc, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je voudrais juste répondre à une question sur le système utilisé au Vietnam après les guerres, etc. En 1955-54, Ho Chi Minh et le Vietnam du Nord voulaient établir au Nord la construction de l'homme socialiste. Ce qui fait que l'enseignement qui a été fait au Nord a été revu. Il n'y avait plus de système français. Ce n'était pas le système français. Les références étaient des références dans le monde des chercheurs soviétiques ou chinois, et surtout soviétiques. Et donc, ce n'était pas des savants français qui étaient mis à l'honneur. C'était vraiment un système d'idéologie communiste. Oui. Ivan Michourine, c'est en biologie, Vladimir Petrovitch Filatov en médecine, Otto Yuskeshvit en astronomie, etc. Ce sont des références des savants, des enseignants ou des savants du monde communiste. Hein? Oui. Donc, il ne faut pas dire que la France a continué à les inspirer dans le Nord. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était dans le Nord. Nord. J'ai dit ça d'une façon générale. Au début fin des années 40, avec Hoàng Xuân Hãn, etc. Mais bon, à partir de 55, on sait très bien que le Nord-Vietnam est rentré dans l'orbite des pays soviétiques. Donc, évidemment, ça c'est... Chers amis, nous avons passé 2 heures passionnantes avec Thuy-Phuong et animé par Big Ben. C'est un thème qui, je pense, nous a beaucoup intéressé. Énormément de questions. D'abord, je voudrais féliciter encore une fois Thuy-Phuong pour les prix, les 2 grands prix qu'elle a obtenus, le prix de l'Académie avec Robert Mallet, et le prix Robert Mallet et le prix du Gros. Également, je recommande à tous nos amis ici présents de prendre contact avec Thuy-Phuong pour voir s'ils sont intéressés par d'autres discussions et aussi pour les achats de son livre ou de ses livres que je recommande. Donc, simplement, avant de nous quitter, je vous passe l'information que notre 7e conférence aura lieu le 2 janvier 2021, non pas à 10 heures, mais probablement à 3 heures, parce qu'il y a des demandes aussi des amis venant des États-Unis ou du Vietnam qui souhaitent participer également à ces conférences sur le thème très intéressant: pourquoi sommes-nous mortels? L'immortalité physique de l'être humain est-elle concevable, réalisable, raisonnable? Données biologiques et considérations éthiques. Donc, par le professeur Dick Swellington. Donc, sur ce, je voudrais tous encore une fois vous remercier Big Ben, remercier Thuy-Phuong, et vous donner rendez-vous à notre prochaine conférence.
Cette conférence est filmée, donc vous aurez très bientôt accès donc, à la vidéo et à la bio aussi de Trifung, que vous pouvez aussi partager avec d'autres amis qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Merci. Merci et beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir, à bientôt.